Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus pour cette conférence qui s'intitule Le voyage fantastique. Donc, on va commencer par un voyage fantastique dans le 5e arrondissement. Donc, je m'appelle Éric Clément, je suis prof à Sorbonne Université et je travaille en fait sur 2 sites du 5e, qui est le campus de l'SPCI et le campus Jussieu. Et mon laboratoire est un laboratoire de physique, entre la physique et la mécanique, avec aussi beaucoup d'intérêt sur la biologie. Donc, c'est le laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes. Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film des années 60. Vous connaissez, visiblement. C'est un film fantastique aux 2 sens du terme, réalisé par Richard Fleischer en 1966. Alors, Richard Fleischer, peut-être que vous le connaissez par d'autres œuvres. Entre autres, c'est celui qui a fait Soleil Vert, qui est aussi un remarquable film de science-fiction. Donc là, 1966, on est en pleine guerre froide. Et donc, je vous donne un petit peu le sujet. Donc, on va commencer à regarder le début du film. Donc, ce que vous voyez là allongé, c'est un savant. Et donc, ce savant est un savant qui vient de l'Est. Et on est aux États-Unis. Et on a trouvé, sans le dire aux gens, la façon de réduire les scientifiques à une taille micronique. Et donc, on va injecter des scientifiques dans ce savant, parce que ce savant a une tumeur au cerveau. Et là, le pitch du film, c'est que les Américains ne savent pas encore garder de manière, donc très longtemps, des scientifiques à toute petite taille, tandis que les Russes le savent. Ils sortent de la seringue, vous voyez la seringue, et là, leur position est dans le corps, et ils doivent aller, bien sûr, à l'endroit où on ne le voit pas encore vraiment. Et donc là, ils sont extrêmement étonnés. Être simple dans les systèmes V2. Et ils doivent remonter. Donc tout le film est sur le voyage fantastique dans le corps. Donc ces scientifiques de petite taille. Bon, alors on n'a pas encore trouvé véritablement la façon de réduire les scientifiques, juste le budget, c'est à peu près tout. Mais ils sont dans un petit navire sous-marin et ils voyagent donc dans ces globules. Donc voilà. Voilà, on reverra encore une séquence du film plus tard. Alors ça, en fait, ça peut même nous ramener, en tant que physicien, personnellement, ça nous ramène en fait à une phrase de Richard Feynman dans une conférence très célèbre en 1959. Donc là, j'ai laissé donc, la phrase en anglais. There's plenty of room at the bottom. An invitation to enter a new field of physics. C'est-à-dire, en traduisant, il y a encore beaucoup de place dans le bas et je vous propose de rentrer dans un nouveau champ de la physique. En fait, dans cette conférence, il définit sur des bases physiques 3 concepts extrêmement importants. Tout d'abord, le concept de tiny machine, donc de toute petite machine. Vous en avez vu un exemple juste avant. Donc jusqu'à où on peut fabriquer des machines, jusqu'à quelle petite échelle on peut fabriquer des machines. Ensuite, il définit un autre concept.
on devrait pouvoir stocker de l'information dans l'atome ou la molécule. Et puis, un troisième concept qui nous intéressera aujourd'hui, avalons notre docteur. C'est-à-dire, on peut prendre un médicament et avoir un docteur qui, de manière plus ou moins consciente et prévue, est capable d'aller à un endroit donné et vous soigner. Donc, c'est une prédiction assez remarquable parce que les deux premières... donc, déjà, la première, le Tiny Machine, eh bien, on y est arrivé. Hein, donc en 2016, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart et Bernard Feringa ont reçu le prix Nobel pour leur possibilité d'avoir miniaturisé quasiment à l'extrême des véhicules. C'est-à-dire ils ont fabriqué des toutes petites voitures, en fait des molécules, des structures moléculaires qui, par l'injection d'un électron, sont capables de tourner. On peut les assembler à une échelle disons, moléculaire, et fabriqué ici. Donc, vous voyez, alors, je ne sais pas si ça marche très bien. C'est peut-être que... Oui, d'accord. Non, c'est pas... Je ne sais pas. Alors, l'étiquette en dessous, c'est ça? Bon, ouais, ça y est. Donc, on retrouve Richard Feynman. Donc là, maintenant, on a ce petit véhicule, et donc en 1917, le CNRS organisait la première course de nano-voitures. Alors, ça ne va pas très très vite, hein, mais c'est quand même remarquable comme exploit scientifique. Donc, la première, disons, vision de Richard Feynman donc a, on va dire, une réalisation concrète de nos jours. La deuxième donc la deuxième prédiction, ou en tout cas vision, on va dire, hein, de Richard Feynman, qui est un scientifique réellement visionnaire, c'est que maintenant on peut stocker de l'information dans l'ADN. C'est-à-dire on utilise l'appariement des bases, qui sont la base de l'ADN, pour écrire un texte qu'on peut bien sûr inscrire dans l'ADN et ensuite déchiffrer. Et typiquement, dans une telle capsule qui contient des brins d'ADN, on a à peu près donc 5000 téraoctets. Alors 5000 téraoctets, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est à peu près 2500 fois un petit disque externe de 2 téraoctets. Donc on commence à stocker des bibliothèques et des bibliothèques et des bibliothèques. Et d'ailleurs, le 23 novembre 2011, la Bibliothèque nationale a enregistré des textes très importants pour nous et l'humanité, bien sûr, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1789, et aussi la Déclaration des droits de la femme et de la femme citoyenne d'Olympe de Gouges, 1791, qui sont maintenant, pour extrêmement longtemps, hein, la stabilité de l'ADN est absolument remarquable, inscrite dans une petite capsule, comme vous voyez ici. Alors, la troisième prédiction de Feynman, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est associé à quelque chose, peut-être vous avez entendu parler de nanomédecine ou de thérapie ciblée. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser des micronageurs, donc un petit peu comme cette petite capsule, ce petit sous-marin que vous avez vu, pour se déplacer, délivrer des médicaments, transporter des médicaments à des endroits donnés. Et aussi, donc, avec ces petits objets, donc on verra un petit peu, on se posera la question de la taille dans un moment, aussi, pouvoir subvenir à certaines fonctionnalités, comme la fécondation, certaines thérapies du cancer, du sondage actif aussi, récupérer de l'information en des endroits donnés. Et aussi, il y a des applications plus dans les sciences de la Terre, avec la fabrication de biobarrières, des pollutions actives, etc. Tout ce qui est autour de la bioremédiation. Donc, alors peut-être que vous n'êtes pas familier avec ces histoires de taille, d'échelle, pour comprendre véritablement ce que Feynman voulait nous dire. Hein, il y a beaucoup de place sur le fond. Bien, on va essayer de faire un petit peu, de manière à avoir un peu une idée de de toutes ces échelles, comment sont contrôlées toutes ces échelles. Alors, donc j'ai pris un cheveu du professeur Nimbus, et donc c'est certainement
la chose la plus petite que vous pouvez voir, et vous en avez l'intuition, je pense, c'est à peu près 1/10 de millimètre. Donc le millimètre, vous voyez, je pense, tout ce que c'est. Vous le découpez en 10 et vous avez quelque chose comme ça. À cette échelle, vous pouvez voir un des plus grosses cellules, êtres monocellulaires, qui s'appelle la paramécie. Donc c'est à peu près la même taille, vous la voyez à côté. Et que vous distinguez à peine, à peu près 1/200 de millimètre, vous pouvez peut-être voir une bactérie ici. Donc ça, vous voyez la réduction d'échelle absolument colossale. Ensuite, si vous avez l'échelle de la bactérie, donc voilà une brave bactérie en train de nager dans un fluide, donc si on zoome sur son corps, donc son corps fait à peu près 1 micromètre, donc 1 micromètre c'est 1/1000e de mètre, et vous pouvez voir sur le côté un virus, qui est typiquement on va dire, une centaine de nanomètres. Donc, maintenant, si on zoome encore sur le virus, donc ça, c'est le malheureusement très célèbre virus SARS-CoV-2, donc à cette échelle-là, donc une centaine de nanomètres, 1/10 de micron. Si vous prenez la protéine Spike, qui pose tellement de problèmes parce qu'elle s'accroche à nos cellules et elle laisse la possibilité au virus de transférer l'ADN dans nos cellules pour pouvoir se répliquer. Si on zoome 10 fois, on a la protéine Spike et vous commencez à voir, en fait, on va dire les nuages électroniques associés à un atome. Donc vous voyez que c'est absolument gigantesque, ce rapport d'échelle. Donc c'est le sens de la phrase de Feynman, c'est-à-dire qu'entre les échelles les plus petites, dans lesquelles on peut réaliser des choses, typiquement le millimètre, à son époque, quasiment. On pouvait descendre un petit peu, on peut faire graver encore un petit peu. Et l'atome, vous voyez ce changement d'échelle absolument remarquable. Donc, la question c'est maintenant, ok, si on prend ce film de Richard Fleischer un petit peu au sérieux, donc en tant que physicien, et puis aussi moi personnellement en tant que quelqu'un qui était ingénieur, il y a des questions que j'aime me poser, c'est-à-dire comment on peut faire en pratique pour se mouvoir aux petites échelles. Donc ça, c'est toute une question. Mince, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Comment on fait pour se diriger aussi? Parce qu'il faut bien aller d'un endroit à l'autre, ce n'est pas complètement évident. Et puis aussi, comment on fait pour puiser de l'énergie? C'est-à-dire, c'est une question qu'on ne se pose pas tellement, enfin, je veux dire, dans notre univers, parce qu'on a des accès à l'électricité, etc., mais quand on est à toutes petites échelles, comment on peut faire pour puiser de l'énergie? C'est vraiment une question fondamentale. Donc, on va regarder un petit peu, encore un petit peu une partie de ce film, et c'est la partie dramatique, est-ce qu'on entend le son, où ils vont rentrer dans la horte. Alors, ils sont un peu angoissés. Donc, vous voyez leur mouvement associé au battement du cœur. C'est pas évident. Ils sont obligés de se tenir. Or, être dans le métro aux heures de pointe, quand le conducteur est... Ouais, bon. Et là, ils sont en train d'entrer dans la... Alors, donc là, le monsieur angoissé va... donc c'est un militaire. Ils vont s'arrêter pour... ils vont arrêter. Et ils vont pouvoir passer dans la porte sans les amis. Alors, est-ce que c'est crédible, ça? Est-ce que ça, c'est crédible? Alors, pour un physicien, il commence déjà à se poser des questions. Donc, un corps humain, vous voyez, c'est typiquement 1 mètre. 1 mètre et 2 mètres, mais c'est typiquement 1 mètre. Et une masse d'être humain, c'est 100 kg. Vous allez me dire, parle pour toi. Bon, ça peut être 50 kg, 100 kg. Excusez-moi. Voilà. La masse est proportionnelle au volume. Donc, à partir du moment où on atteint l'échelle, donc vous voyez, c'est l'échelle des globules qu'on voyait dans le sang, là, donc typiquement quelques microns, le micromètre, typiquement. Déjà, on a un rapport d'échelle d'1 million. Mais la masse, il faut la diviser par 1 million, divisé par 1 million, divisé par 1 million. Donc, en fait, la masse, c'est 0,1501. Donc, l'idée, c'est quand même, la masse devient négligeable à ces petites échelles. Et l'inertie
L'inertie, c'est quand ça a arrêté aussi. Donc il y a très peu de chances que ça se passe comme ça, si tant est que c'était capable de réduire à cette petite échelle. C'est-à-dire que la masse devient complètement négligeable. Donc, en tant qu'ingénieur aussi, les questions qui peuvent se poser, c'est finalement, on peut essayer d'inventer les choses, mais le vivant a aussi, par l'évolution, inventé un certain nombre de choses. Et pour se mouvoir dans un fluide, le vivant a inventé la nage. Nager à travers les échelles. Alors, donc si on prend des grandes échelles, ici Mike Phelps poursuivi par un requin, et on descend aux plus petites échelles, donc les poissons, les mollusques, et on va jusqu'aux êtres monocellulaires, ici une algue, sciée, ici des bactéries. Donc, de 10 mètres au millionième de mètre, une solution de nage existe. Le vivant a trouvé une solution de nage, sur laquelle on reviendra, mais en dessous du micromètre, plus rien vivant ne nage, véritablement. Alors déjà, ça, on peut se poser une question par rapport au film qu'on vient de voir. En fait, aux petites échelles, commence à apparaître quelque chose qu'on appelle le mouvement brownien. Et c'est incroyable parce que je suis dans une salle dans laquelle il y a une citation de Jean Perrin. La matière changeante est faite de grains indestructibles en mouvement incessant. Et ça, c'est une remarquable découverte de Jean Perrin, c'est-à-dire qu'il a montré que le monde était fait d'atomes. Et en fait, vous voyez ces petites billes de 5 micromètres de diamètre, elles sont en perpétuelle agitation. Pourquoi? Parce qu'elles reçoivent de la quantité de mouvement, en fait, la masse des atomes multipliée par leur vitesse, qui transfère de la force, la masse est très faible, mais la vitesse est très grande, qui transfère de la force, et elles sont en perpétuelle agitation. C'était découvert par M. Brown au XVIIIe siècle, je ne me trompe pas, et pour lui, c'était l'origine de la vie. C'était le mouvement était associé à la vie. En fait, c'est de la matière inerte, bien sûr, mais collisionnée perpétuellement par les atomes, les molécules. Et ces chocs aléatoires sur les molécules, de toute structure solide, ici, comme vous voyez, créent des trajectoires chaotiques. En fait, à cette échelle-là, puisque ce sous-marin ici devrait être à une échelle de quelques, on va dire 5 microns, comparable à ces petites sphères, eh bien, devrait faire le mouvement dit de l'homme ivre, c'est-à-dire un mouvement aléatoire, à cause du choc des molécules. Et qui plus est, et ça a été montré par Einstein, en fait c'est une des grandes découvertes d'Einstein du début du siècle dernier, ce mouvement incessant est associé à l'agitation moléculaire et la température, et sur les mouvements de direction, c'est-à-dire, on ne le voit pas ici, mais ces petites sphères, non seulement elles sont agitées dans l'espace, mais elles tournent aussi. Elles tournent. Ça, on ne peut pas le voir. Mais le mouvement de rotation, à cause, on va dire, des coups de volant de la matière de part et d'autre, eh bien, est aussi aléatoire, stochastique. Et en fait, Einstein a montré qu'à cause de la température, si j'ai un facteur 10, donc si je veux partir d'un petit sous-marin avec une taille de 5 microns et descendre à 0,5 micromètres, eh bien, j'aurai un rapport d'agitation, un rapport de fluctuation, de rotation, donc multiplié par 1000, 10 fois 10 fois 10. Donc, en fait, ce sera impossible de contrôler la direction. Il y a une espèce de mur à 1 micron, en fait, vue pratique, qui fait que de toute façon, intéressant, c'est impossible quasiment de contrôler son mouvement à une trop petite échelle, parce qu'on ne saura jamais aller dans une direction droite. On sera toujours en train de changer de direction. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de solution de nage véritablement dans le vivant en dessous du micromètre. Donc maintenant, revenons à notre échelle. Qu'est-ce que nager à grande échelle? À grande échelle. Alors, ici, typiquement, vous voyez Mike Phelps, et pour échapper au requin, ce qu'il fait, et ce qu'on fait nous, pas pour échapper au requin, mais pour nager, en fait, on prend une masse d'eau et
on la ramène derrière. Et ça, en fait, nous permet, par inertie, d'avancer. Et donc, de se propulser vers l'avant avec une vitesse qu'on appelle notre vitesse de nage. Donc, en fait, pour vaincre la viscosité, il faut prendre de l'eau et la rejeter vers l'arrière. C'est ça qui nous permet de nous propulser. Alors, diverses méthodes de nage, les poissons, ils ont développé des nageoires, etc. Enfin, il y a plein de solutions, mais c'est toujours autour de ce concept. Donc, la question, maintenant, c'est comment faire pour nager à petite échelle. Alors, là, il y a en fait une chose extrêmement importante pour l'hydrodynamique, c'est-à-dire la science des écoulements, c'est que les équations ont ce qu'on appelle une similitude. Très clairement, si je veux construire le pont de Tancarville ou si je veux construire un nouveau bateau, je ne vais pas construire un grand bateau ou un grand pont de Tancarville et faire des essais d'hydrodynamique, je vais construire une maquette. Et ça, c'est contenu dans ce nombre, donc c'est juste un nombre, hein, donc on dit en jargon de physicien, il n'a pas de dimension, qui intègre des grandeurs physiques, qui sont la densité, la masse volumique, 1 tonne par mètre cube pour l'eau, on connaît bien, la taille de l'objet, grand L, sa vitesse et une grandeur état qu'on appelle la viscosité. La viscosité, vous en avez tous une idée intuitive, vous savez que le miel est plus visqueux que l'eau. Autrement dit, le miel coule moins vite que l'eau. Si vous laissez la petite cuillère dans du miel, elle tombe au fond moins vite. Ça, on a tous cette intuition-là. Et donc ça, c'est rationalisé par ce nombre sans dimension. Autrement dit, si je compare la taille et la viscosité, nager aux petites échelles ou dans des fluides très visqueux, eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes conditions d'écoulement. C'est ce que nous dit l'hydrodynamique. Alors là, maintenant, on arrive au fameux théorème de la noix Saint-Jacques. C'est-à-dire, la question c'est, avez-vous déjà vu nager une noix Saint-Jacques? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, on va regarder en tout cas. C'est un objet qui fait à peu près une dizaine de centimètres et on va regarder nager une noix Saint-Jacques. Donc là, un plongeur s'approche, il va embêter la noix Saint-Jacques qui se sauve effrayée. Qu'est-ce que vous voyez? Bon. Clairement, elle rejette de l'eau par l'avant, mais au lieu de reculer, en fait, pour des raisons hydrodynamiques, l'eau passe par derrière. Et donc, ça lui donne une propulsion à cause de la forme de sa coquille. Et donc, elle fait ça souvent, donc elle rejette de l'eau par l'arrière et elle se propulse. Donc, un ingénieur se dit, si je veux nager à petite échelle, je vais aller dans un fluide très visqueux, et puis, je vais essayer de faire nager un robot. Donc ça, c'est un robot. Alors, c'est simplifié, hein, ce n'est pas aussi élégant qu'une noix Saint-Jacques, mais ça fait, voilà, ça applaudit. Ah, mince, excusez. Moi, je ne suis pas très bon dans ce genre de choses. Ah, zut, je vais retrouver. Mais, attendez. Voilà, excusez-moi. Donc, voici l'expérience. Et en fait, cette expérience, on peut suivre dans le temps les angles d'ouverture, θ1 et θ2. Alors, est-ce qu'il est très efficace, ce robot? On ne dirait pas, vous voyez, il avance et il recule, il avance et il recule. Et même à toutes les vitesses possibles, pas moyen de se déplacer. Alors, on remarque que le mouvement, en fait, dans l'espace angle θ1 qu'on voit ici, angle θ2 qu'on voit là, si je trace ça, c'est sur une droite. On dit un cycle fermé. C'est un aller-retour réversible. Alors ça, c'est vraiment ça le problème. Et il y a un théorème mathématique, c'est le fameux théorème de la noix Saint-Jacques, en fait, montre qu'il ne faut pas réaliser ce genre de choses. Et que, Edward Mills Purcell, en 1977, qui est un prix Nobel de physique aussi pour sa découverte de l'IRM, s'est intéressé à la nage des animaux. Et il a établi ce concept de nageur minimal, c'est-à-dire pour les paramètres θ1 et θ2, en fait, qui sont ici des paramètres correspondant aux angles des bras. Donc, vous voyez, je peux faire ça, mais je peux faire ça. Eh bien, si je réalise un cycle partant de l'état 1, tournant et revenant à l'état 1
avec ici une aire fermée, eh bien, je serai capable, ça c'est le théorème mathématique qui le dit, de réaliser un mouvement irréversible. Et ça a été matérialisé par une collègue au MIT, donc, pour essayer de reproduire le nageur de Purcell. Et vous voyez, alors, ce n'est pas peut-être d'une grande efficacité, mais vous allez voir qu'au bout du compte, ce nageur, il s'est déplacé. Donc, on a brisé cette espèce de malédiction qui veut que, eh bien, c'est extrêmement difficile à se mouvoir dans des fluides très visqueux ou à très petite échelle, ce qui est exactement la même chose pour les hydrodynamiciens, si on réalise des cycles de ce type. Alors, vous voyez que c'est déjà le début d'une onde. Et ça, on peut le généraliser. Et en fait, les animaux ont trouvé cette méthode, quelque part, par l'évolution. Donc ici, on a un spermatozoïde de souris. Vous voyez qu'il crée une onde par ce battement de flagelles. Ces flagelles, ce sont des petits muscles qu'il actionne de manière concertée, de manière à réaliser ce battement que vous voyez ici. La paramécie, qu'on voyait tout à l'heure, associe plein de petits cils et crée des ondes qu'on appelle les ondes métachronales. Et ces ondes permettent le mouvement à petite échelle. Et ici, ce sont des collègues de l'ISPCI il y a quelques années qui ont réalisé un nageur microscopique. Donc on voit, j'ai inversé pour être dans le même sens que l'image, de typiquement 5 microns, et composé de billes magnétiques piloté par un champ magnétique oscillant. Donc c'est ça la source de l'énergie. Et on est capable de briser la symétrie et le nageur est capable de se déplacer. Donc ça, c'est une idée de ce qu'on appelle la bio-inspiration, de construire des objets de toute petite échelle basés sur les résultats, disons, et la compréhension physique, bien sûr, d'êtres biologiques. Une autre stratégie que vous connaissez peut-être, c'est la stratégie du tire-bouchon. Vous avez tous cette intuition-là que quand on tourne, même si ce n'est pas facile, on arrive quand même, au final, à rentrer le tire-bouchon, cette espèce d'hélice, dans, ce n'est pas un fluide, c'est plutôt un solide très dur. Donc, même chose ici pour ce petit robot dans du sirop d'érable. Donc, rotation d'une hélice. Et vous voyez, si vous vous concentrez sur voilà, la fin de l'hélice, vous voyez que ce robot finit par bouger. Donc, c'est une des solutions physiques pour nager à petite échelle. Alors, donc voilà. Donc, il y a des bactéries comme par exemple l'Escherichia coli, qui est une bactérie qu'on a dans notre corps. Elle a trouvé cette solution-là, donc elle a des flagelles hélicoïdaux qui lui permettent de se propulser. Et des collègues de Dresden, dans le groupe d'Oliver Schmidt, ont réalisé des petits tire-bouchons faits de couches de matériaux magnétiques qu'ils peuvent à la fois piloter en rotation et en direction. Et vous voyez qu'on peut maintenant piloter ce petit objet à toute petite échelle. Vous voyez l'échelle ici de 50 microns et lui faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire, et donc il travaille là-dessus dans un groupe hospitalier, de fertilisation assistée, c'est-à-dire on est capable, c'est pas parce qu'un spermatozoïde n'a pas la possibilité de se mouvoir qu'il est non fertile, mais on peut le ramener à l'ovule et assurer une fécondation. Donc voilà, une application donc, des techniques de nage à toute petite échelle, et aussi on a un robot que l'on peut piloter pour une certaine application médicale. Une autre façon de nager à toute petite échelle, c'est ce qu'on appelle donc aspiration mythologique, c'est-à-dire des particules qu'on appelle les Janus. Alors Janus, c'est en fait la divinité du début et des fins. Donc vous savez qu'il a deux visages, un visage dirigé vers le passé et un visage dirigé vers le futur. Et ces visages, en fait, ou ces
cette brisure de symétrie d'un objet microscopique, on peut leur donner des propriétés différentes. On peut leur donner des propriétés chimiques, par exemple, différentes. Et donc, il y a toute une activité basée sur la fabrication d'objets microscopiques avec des différences de part et d'autre pour, par exemple, piloter des réactions chimiques. Donc là, on a ici donc une microcolloïde en forme de bâtonnet avec d'un côté de l'or, de l'autre côté du platine, et dans de l'eau oxygénée. Il est capable de dissocier l'eau oxygénée. Alors, oxygéné, sa formule, c'est H2O2, en H+, et de l'oxygène, et créer un courant qui lui-même entraîne le liquide. Et donc, on a, on va dire, des micropiles nageuses. Et voilà. Et donc, la taille de cet objet est à peu près 2 microns, et elle se balade ici gentiment. Alors, elles puisent leur énergie dans l'eau oxygénée. Donc, ce n'est pas quelque chose de très biologique, ça, hein, on va dire. Donc, il y a toute une recherche qui est associée, bien sûr, utiliser ce type de principe, mais avec des environnements biologiques compatibles avec la biologie, bien sûr. Mais là, c'est un exemple où on peut avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à des bactéries, hein, et qui peuvent se mouvoir. Une autre idée, c'est de penser que la cellule, très complexe, avec plein d'organelles, donc d'éléments à l'intérieur, finalement, ça n'est qu'une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on serait capable de récupérer ces éléments et de les réassembler pour faire une espèce de mécano. Donc ça, c'est une voie de recherche aussi, où on va rechercher, dans les cellules, par exemple, des fibres musculaires. Et ces fibres musculaires, à la base, donc si on part du muscle de Popeye, on descend les échelles et on va avoir de mini-fibrilles qui sont en fait composées de ce qu'on appelle actine et myosine. Et l'actine et myosine, on est capable de les prendre in vitro, le mettre par exemple soit dans une éprouvette, soit sur une slide, et regarder le comportement. Alors, quelques mots sur le couple actine-myosine. En fait, en présence d'ATP, alors l'ATP, c'est le pétrole de la cellule. C'est-à-dire que la cellule décompose l'ATP, donc adénosine triphosphate, en ADP, adénosine diphosphate, et c'est comme ça qu'il récupère son énergie. Eh bien, la myosine a un changement de structure en présence. Donc l'ATP se boucle, donc vient se connecter avec un phosphore inorganique, et on a un mouvement de la tête ici, voilà, qui permet le mouvement du filament d'actine. Et c'est comme ça que marchent nos muscles, en fait, hein, réellement. Mais simplement, on peut prendre ce système-là et regarder in vivo ce qu'il fait, et il est capable, toutes ces petites molécules de myosine sont capables, par exemple, de bouger collectivement, spontanément, ou sont capables, donc là on a des échelles microscopiques, hein, ou sont capables de s'auto-organiser les unes par rapport aux autres, bouger, s'auto-organiser, fabriquer, on va dire des bancs de poissons, quelque chose qui est cohérent à une certaine échelle. Donc il y a une auto-organisation qu'on peut induire à cette petite échelle et on peut l'utiliser, donc ça c'est des voies de recherche, pour créer du mouvement, de la matière, à toute petite échelle. Et puis, donc ça c'est le groupe de collègues, enfin de JIC à Brandeis, qui n'est plus à Brandeis maintenant, mais ce n'est pas grave. On peut même prendre ces couples de fibres, ici, et les mettre dans un tube, donc in vitro, et ils sont capables de s'auto-assembler pour fabriquer un flagelle. C'est ce qu'on va voir ici. Donc on a spontanément, il va s'auto-assembler, fabriquer une structure qui réalise un flagelle, qui bat. Ce cil qui bat. Alors, peut-être que vous avez reconnu ma référence, hein, les visiteurs du soir, et là c'est le diable, qui entend battre le cœur des amants transformés en pierre. Et là, c'est une magnifique connexion avec une autre solution qui est d'assembler
la matière inerte avec les cellules. Et donc ça, c'est une solution. Si on peut prendre des cellules cardiaques et dans des environnements chimiques appropriés, ces cellules cardiaques peuvent battre, c'est-à-dire peuvent faire des contractions périodiques. Et si on assemble ces muscles de cellules cardiaques sur un objet qu'on a construit ici, c'est-à-dire quelque chose qui commence à ressembler à une bactérie, on va dire, avec une tête ici, puis un flagelle, et ici une jonction qui permet le mouvement, mais on est capable de faire battre, cet objet et finalement de le faire nager. Donc, il y a la possibilité de combiner, de faire ce qu'on appelle ces biobots, c'est-à-dire ces robots biohybrides, et il y a plein de savoir-faire qui se développent actuellement pour fabriquer à petite échelle, en utilisant de la matière biologique, et créer du mouvement. Alors, on peut même aller plus loin. On peut donc prendre, ici, ce sont des spermatozoïdes. Alors, vous voyez que on est capable de les mettre dans une petite feuille, ici, qui s'enroule à 30 degrés et qui se déroule à 38 degrés. Et donc, ils sont capables d'aller à un endroit, lâcher la feuille, donc distribuer le journal, si vous voulez, à un endroit donné, et on l'utilise comme vecteur, en fait, pour transporter des objets. Même chose pour des bactéries. Donc, il y a cette idée qui se développe de faire des cargos, de possibilité d'utiliser le vivant qui, lui, bouge à l'échelle microscopique pour transporter des particules, ces particules étant bien sûr fonctionnalisées. Donc on peut voir ici un exemple de particules microniques de quelques microns qui est bougé tout simplement par des bactéries parce qu'on a collé préférentiellement à un endroit des bactéries, on utilise leur possibilité de propagation dans un liquide. Puis même maintenant, pour combiner la matière inerte avec la matière biologique, on peut même commencer à avoir des nanoprinters, c'est-à-dire d'avoir on peut faire de l'impression 3D avec une ultra grande résolution, ce qu'on voit ici par un système de polymérisation à 2 photons, c'est-à-dire que c'est transparent et à un moment à haute intensité, eh bien, c'est capable d'avoir une polymérisation de la structure, qui est une résine, et de fabriquer un objet avec un pixel ou un voxel à l'échelle de 0,14 micromètres en résolution. Et donc, voilà un exemple que vous allez voir. Donc, on imprime des objets, c'est du temps réel, hein, d'échelle micronique, et on peut réaliser des structures très calibrées à ces fameuses échelles de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire une centrale électrique à bactéries, centrale énergétique à bactéries, pas encore électrique. Donc ça, c'est le groupe de collègues à Rome qui ont fabriqué ces microstructures, et ils ont poliment demandé à des bactéries de venir s'insérer, de faire tourner des petits trous, et puis on peut même coupler. Oui, on voit. Ouais. On peut même coupler tous ces petits moteurs, tous ces petits moulins, pour réaliser du mouvement à toute petite échelle. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Alors si on regarde les énergies développées, ce n'est pas ça qui va sauver le problème énergétique de la planète, c'est clair, mais ça peut commencer à être intéressant parce qu'on commence à avoir des possibilités d'activer un fluide à des échelles où on n'a pas l'habitude véritablement de l'activer, en utilisant des bactéries. Alors, je veux dire, c'est bien gentil tout ça, je vous ai emmené sur des possibilités, mais si on revient à la question de Richard Feynman, quand est-ce que j'avale un docteur? C'est-à-dire que du point de vue des applications médicales, où on en est véritablement. Alors, en fait, la voie la plus crédible actuellement, la plus en développement, c'est d'utiliser, comme on a vu, les bactéries, qui sont vraiment de fantastiques micronageurs, qui ont développé des solutions tout à fait viables, parce que par définition, pour
se mouvoir aux toutes petites échelles. En effet, qu'est-ce qu'une bactérie? Si on regarde ici, c'est une coque dans laquelle il y a pas mal de choses qu'on appelle les organelles, mais entre autres, beaucoup de matériel génétique ici. Et en fait, on est capable maintenant donc, de cibler et de programmer tout ce matériel génétique en faisant de la biologie synthétique. Et en fait, ces bactéries sont sensibles à un environnement chimique ou à des signaux extérieurs et vont commander une structure ici, alors à l'échelle, là il y a un changement d'échelle absolument remarquable parce qu'on est en train de parler de 50 microns. Donc là c'est la taille du virus que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, typiquement, c'est un micromoteur rotatif qui agit sur le flagelle et qui lui confère la motilité. Donc d'une certaine manière, les voies les plus crédibles actuellement, en plein développement, c'est d'utiliser ces bactéries pour développer une bioingénierie des bactéries pour l'immunothérapie du cancer. Et là, ça commence à se faire. Et donc là, c'est une revue donc relativement récente qui, disons, fait l'état de toutes ces possibilités de considérer les bactéries comme une usine robotique, microscopique, telle que les vecteurs bactériens peuvent être reprogrammés comme des règles génétiques simples ou des principes sophistiqués de biogénérie synthétique pour produire et délivrer des agents anticancéreux. Donc, c'est une des fins du film, c'est-à-dire la possibilité de détruire, je veux dire, les cancers, les métastases. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas demain que sera véritablement utilisé. Il y a pas mal de modèles animaux, de souris, de chiens, et on est, aux dernières nouvelles, hein, ce n'est pas vraiment ma communauté, en phase 1 chez l'humain. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est en train de tester la nocivité de cette approche. Mais il y a énormément de travaux sur ces trucs-là. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être finir, pas où j'en suis, je voudrais peut-être finir sur en fait, un exemple de bactéries qu'on appelle magnétotactiques, donc BMT, et si on les regarde, donc ici avec une microscopie électronique, on voit qu'elles ont réussi à sécréter des nano-aimants, donc des aimants de toute petite taille. Ici, le rayon d'échelle est de 200 nanomètres. Et en fait, ça leur confère une aimantation. Et donc, c'est une espèce d'aimant avec des flagelles. Donc, celle-là, que j'aime bien, qui s'appelle Magnétospirillum griffiths valdense, MSR1, elle est plutôt allongée et elle a un petit aimant à l'intérieur. Donc l'aimant a cette propriété physique, bien sûr, de s'aligner sur le champ magnétique. Néanmoins, une question se pose. Même si la direction de nage, on peut l'aligner selon le champ magnétique, elle peut aller dans un sens ou dans un autre. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut la choisir pour aller préférentiellement vers le nord ou vers le sud? Et ça, oui, bien sûr, parce que ce n'est pas simplement un aimant avec des flagelles, en fait. Et elle a une réponse biologique qui indique une sensibilité à la direction du champ. Elle est à la fois sensible à deux choses, l'oxygène, on va y revenir, et aussi le champ magnétique. Et en fait, là, la raison, déjà, pour laquelle elle a cette double sensibilité, c'est qu'en fait, toutes ces bactéries-là, cette classe de bactéries, elles ont développé en environnement naturel, et beaucoup de ces bactéries sont dans des lacs ou dans la mer, et elles vivent très très proches de la limite oxyque-anoxique, c'est-à-dire que si on descend en dessous, il n'y a plus d'oxygène. Donc soit on trouve des solutions, soit il faut rester au-dessus, et elles ont développé une niche écologique, en fait, à une concentration légèrement supérieure à la limite oxyque-anoxique, qui leur permet en fait de fabriquer ces petits aimants. C'est pour ça qu'elles ont un intérêt pour le faire. Et donc elles ont les conditions chimiques propices pour le faire. Et en fait, on peut les élever en laboratoire, leur fournir un gradient d'oxygène et de les entraîner avec un champ magnétique. Et en fait, si on les reprend, à partir donc des bactéries qui auraient été entraînées, par exemple, à aller vers le bas pour retrouver leur niche, eh bien, si on leur met une concentration d'oxygène supérieure à leur concentration de niche, pas de gradient, donc pas de variation du champ. Donc elles ne savent pas où est leur niche a priori. Mais si on leur met le champ magnétique, elles pensent aller
dans la direction de leur niche. Et elles pensent aller à l'endroit où la concentration en oxygène est plus faible. Et donc, on peut les entraîner. Et cette propriété s'appelle la magnétotaxie. Donc, ici, on peut, par exemple, renverser le champ, donc les amener à un endroit, renverser le champ, et elles vont se mouvoir dans la direction qui les intéresse par rapport au champ magnétique. D'une certaine manière, elles se rappellent leur enfance. Donc, c'est l'endroit où elles ont leur niche écologique, où elles ont cru quand elles étaient petites, on va dire. Et aussi, elles sont sensibles au gradient d'oxygène. Si on réalise des gradients d'oxygène, c'est-à-dire des variations d'oxygène de part et d'autre entre le haut et le bas, et si on inverse ces gradients d'oxygène, on peut récupérer du mouvement de ces bactéries. C'est ce qu'on appelle la micro-aérophilie. Elles ont tendance, si les concentrations d'oxygène sont suffisamment fortes, à aller vers les endroits où il y a le plus faible concentration d'oxygène. Voilà. Donc là, on a retourné le gradient d'oxygène et elles vont à l'endroit où il y a le moins d'oxygène. Donc en fait, ça, c'est une voie thérapeutique qui a été développée il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est un exemple de collègue au Canada, à l'université de McGill, qui utilise donc un type de bactérie magnétotactique qu'on appelle Magnétococcus marinus. Donc voilà une image de transmission, donc microscope TEM, transmission électronique. Donc on voit les flagelles. Alors on voit un peu le magnétosome, c'est pas si clair que ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, on peut les mettre dans une IRM, c'est-à-dire avoir des champs magnétiques pertinents pour leur réponse magnétique, et les diriger vers une tumeur. Donc on injecte, on les dirige vers une tumeur par le champ magnétique, et ensuite, elles vont utiliser leur sensibilité à l'oxygène pour se diriger vers les cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses, c'est les endroits où la concentration d'oxygène est la plus faible. Et donc, ce sont des régions dites hypoxiques. Donc, le ciblage, en fait, est accru. C'est ce qu'il montre dans ce papier. Et il montre cet accroissement significatif du ciblage pour les régions hypoxiques. Donc, en fait, il y a deux stratégies thérapeutiques. Une stratégie qui veut... Donc, comme elles ont des petits aimants, on peut, par induction, c'est comme vous faites si vous avez une plaque à induction et vous avez donc un aimant qui oscille, vous êtes capable de surchauffer localement et de brûler par induction magnétique. Donc ça, c'est une voie possible. Et une autre, et c'est ce qui est regardé en fait dans ce papier, c'est de transporter ce qu'on appelle des nanoliposomes, des petits sacs remplis de médicaments, si vous voulez, dans ces régions hypoxiques. Et donc ça, c'est des voies donc, en développement. Hein, et donc, j'arrive à la fin. Donc, en résumé, bon, le voyage fantastique est maintenant à portée de main. Donc, il y a pas mal de choses qui se développent de ce côté-là. Bien sûr, il y a toutes les activités de développement de nageurs biologiques ou artificiels à l'échelle bichronique, des techniques hybrides d'auto-assemblage couplées à la matière biologique. La biothérapie, depuis moins de 10 ans, la biothérapie bactérienne, c'est un nouveau champ de recherche en pleine application. Alors, il y aura peut-être bientôt des applications médicales concrètes en vue, pas encore, mais bon, prévenez quand même votre docteur que vous allez un jour l'avaler. Voilà. Merci beaucoup.